Maintenant Vincent Hector, donc de Teledyne E2V, qui est vice-président Market Development. Donc il va nous présenter l'intelligence artificielle embarquée au service de l'imagerie. Donc pour la mini-bio, il ne faut pas que je me mette devant la caméra, excusez-moi. Pour la mini-bio, donc c'est en anglais, mais je peux traduire en direct, en local, si je puis dire. Donc Vincent est diplômé de Grenoble INP, Felma NCMAG en 1994, spécialisé dans les architectures systèmes digitaux. Il a passé 10 ans chez HP, 5 ans dans une start-up spécialisée dans le infotainment, le divertissement, je pense, c'est le CCTV, in Public Transportation. Il est un spécialiste du software embarqué. Il a rejoint Teledyne E2V en 2007 comme System Development Manager. Et, ensuite, il a été CMOS Imaging R&D Manager, puis Business Unit Manager et enfin Market Development VP. Je te laisse parler. Voilà, et merci de ta présence. Merci Tony. Bonjour à tous. Alors, on va innover un petit peu, on va co-présenter. J'aurai le plaisir de passer le micro à Marie-Charlotte ensuite. Désolé, c'est my bad. Alors, avant tout, merci encore une fois à Minalogic de permettre de présenter, mais surtout de nous retrouver tous ensemble en live. Ça, on l'attendait depuis longtemps. On ne les remerciera pas jamais assez. Je vais vous parler un petit peu d'imagerie professionnelle et bien sûr d'intelligence artificielle embarquée. Teledyne E2V, je pense que vous êtes nombreux à connaître. En fait, c'est un site historique de la vallée grenobloise. Hein. C'est à Saint-Égrève, à côté du Rocher d'Escalade. Ça a été fondé en 1955. Donc, quand je dis historique, voilà. C'est un site qui a été Thomson, Atmel, E2V et qui est maintenant fait partie d'un groupe américain qui s'appelle Teledyne. Mais ça reste en fait une ETI française de 400 employés. On a des marchés très internationaux, très spécialisés, donc entre autres dans l'imagerie professionnelle. Et ce qu'il y a d'important à savoir sur cette slide, c'est que nous avons conservé en fait des moyens industriels. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas de fab CMOS, nous avons toujours des outils industriels pour faire du test et de l'assemblage et aussi des systèmes, ce qui nous permet en fait de faire des produits qui sont effectivement manufacturés en France et qui permettent d'accéder directement à des marchés professionnels. Alors, qu'est-ce que l'imagerie professionnelle? C'est assez intéressant en fait comme question. Si on regarde ça de manière un petit peu marché, en fait, l'imagerie professionnelle, on le définit maintenant par les applications où les produits standards, les produits génériques ne peuvent pas fonctionner. L'imagerie professionnelle, ce n'est pas simplement des capteurs qui sont toujours plus grands ou toujours plus précis. Alors, je vous ai mis une liste d'applications dans lesquelles on sévit aujourd'hui. Effectivement, alors on en reparlera, hein, la présentation de Renaud était fantastique. Alors en machine vision, effectivement, on a des capteurs qui sont très gros. On fait du low noise, de la science, où là, on a des performances en briques qui sont vraiment cutting edge. Mais l'imagerie professionnelle, ce sont aussi des applications où en fait des conditions de lumière ou de mouvement sont telles que en fait les produits qui sont proposés par nos grands confrères, hein, typiquement ST et Teledyne E2V ne sont pas du tout compétiteurs puisque les produits qui peuvent être faits par ST ou par Sony, qui est un des acteurs majeurs sur le sujet de l'imagerie professionnelle, ce sont des capteurs qui sont très très bons dans un grand nombre d'applications. Alors que en fait, notre job, c'est plutôt effectivement de comprendre parfaitement une application donnée et d'y apporter une solution dédiée qui, alors, là, on essaie de s'approcher de la perfection. En termes de business, ça donne une image du business qui est complètement différente. Hein. On essaye d'être en direct avec des clients qui sont des leaders mondiaux, qui sont leaders dans leur application. Pour vous donner une idée, finalement, c'est en scanning toutes les douchettes de barcode que vous utilisez souvent dans les magasins. En fait, très souvent, ce sont des capteurs qui ont été designés à Saint-Égrève et fabriqués partiellement en France que vous utilisez. Et on en a vendu 2 millions l'année dernière. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle est si important pour nous? La partie embarquée. Alors, le travail, enfin, Jean-René, ta présentation ce matin était fantastique donc je vais aller relativement vite sur cette partie qui finalement, je suis surpris positivement
de la convergence des discours que nous avons ce matin. Effectivement, une des premières choses, c'est que, c'est peut-être Renaud qui l'a le mieux expliqué tout à l'heure, on a toujours, dans les images que l'on utilise en imagerie professionnelle, ce qui est intéressant, c'est la data différenciée. Donc, quand on est en train de regarder des images pour l'industrie 4.0, ce qu'on cherche, ce sont des défauts qu'on n'a pas vus avant. Donc, il faut être très, très précis avec les datas. Il faut faire très attention, alors bien évidemment en termes de compression, mais tous les filtres qu'on peut utiliser, c'est souvent l'information qui est fine qui est importante. Certains des algorithmes conventionnels en fait, sont complètement incapables de voir les défauts. Alors, je ne vais pas refaire la discussion, la présentation de Renaud. En microélectronique, typiquement, pour avoir certains défauts sur des wafers, c'est impossible de définir un algorithme conventionnel. Mais vous avez des défauts d'aspect dans des industries qui sont beaucoup plus des industries de petite taille. Détecter des défauts de cosmétiques sur de la peinture, l'algorithme conventionnel n'y arrive toujours pas, alors que l'intelligence artificielle y arrive. Donc c'est nécessaire, l'intelligence artificielle est nécessaire. Et puis après, je vais vous redire les choses qu'on a déjà dites. Alors j'ai peur que ma présentation soit moins scientifique que celle de Jean-René, mais je me suis quand même prêté à l'exercice. Effectivement, on nous a toujours répondu, ne vous embêtez pas à mettre de la puissance de calcul à côté de vos capteurs d'images, puisque la loi de Moore va répondre à la question en vous apportant des tuyaux toujours plus gros. Alors, on disait ça même avant qu'on se pose la question de l'empreinte énergétique. Mais en fait, même si on fait le calcul, il y a 10 ans, notre cœur de gamme, c'était des capteurs d'images de 1,3 mégapixels. En fait, aujourd'hui, on est à du 67. Donc ça a parfaitement fonctionné. On a eu 6 cycles de la loi de Moore. Alors la problématique de l'imagerie, c'est qu'en plus, on a multiplié par 2 puissance 6 sur un axe, mais en fait on a les 2 axes, donc ça fait x2. Et en plus, on a quadruplé la vitesse. Donc même pour de l'imagerie professionnelle, on ne parle pas simplement que des véhicules, où là on comprend bien qu'on a besoin d'avoir un temps de réaction pour éviter ce genre de désagrément. On a besoin d'avoir un temps de réaction qui soit temps réel, mais même en fait pour l'industrie 4.0, la quantité d'images qui serait nécessaire d'envoyer sur le cloud et de revenir ensuite, c'est complètement fou, c'est complètement irréaliste. Je passe la parole à Marie-Charlotte maintenant. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça a l'air de marcher. Ah, nickel. Oh, bah, attends, c'est pas le bon slide. Du coup, je me présente juste rapidement. Marie-Charlotte Leclerc, donc je suis Product Manager chez Teledyne EDV depuis à peu près 3 ans. Donc, comme la plupart de personnes ici, je pense que je suis une ancienne de l'INP. Et je travaille aujourd'hui chez Teledyne EDV, donc je fais essentiellement les spécifications et les roadmaps produits et marchés. Pour des marchés de vision professionnelle, c'est essentiellement de la vision industrielle. Donc, comme le disait Vincent juste avant, et puis Jean-René l'a très bien introduit ce matin, aujourd'hui, dans le cloud computing, on a pas mal de désagréments et d'inconvénients qui sont, comme on l'a listé, la latence qu'il peut y avoir à envoyer des données dans le cloud, le côté sécurité, et puis surtout l'impact pour la consommation énergétique. Donc le cloud computing, ça a pas mal de défauts et d'inconvénients. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, l'intelligence artificielle, elle n'a pas été encore beaucoup déployée dans nos marchés de vision professionnelle. C'est en train de changer aujourd'hui, justement, avec le l'Edge AI et l'Embedded AI, donc avec cette idée de faire descendre l'inférence, de non plus l'avoir dans le cloud, mais l'avoir en local, à côté du système. Donc ça, c'est un peu en train de changer la photo globale, et ça a un vrai impact aujourd'hui sur le marché de la vision professionnelle, parce que ça s'est permis et ça permet de développer, d'avoir une toute nouvelle configuration pour les systèmes de vision professionnelle qui émergent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, aujourd'hui et puis depuis des années, l'architecture des systèmes de vision, c'est un peu toujours la même. On a une caméra, donc on voit ici sur la gauche, donc qui prend l'information, donc la lumière, les photons, et qui va en sortir une image sous forme numérique, et qui va envoyer ça à un ordinateur. Et l'ordinateur, il traite cette info, cette image numérique, et il en fait un résultat, une information. Donc il y a une petite variante aussi, vous voyez, avec la carte d'acquisition. Donc quand on a vraiment des caméras très performantes et beaucoup de données, on a une petite carte d'acquisition au milieu pour gérer le flux de données. Mais ça, c'est le schéma traditionnel.
qui marche très bien, qui fonctionne bien pour un certain type d'application. Donc quand on est dans des cas d'inspection électronique, des trucs assez demandeurs, ce modèle-là, il marche encore très bien, il est parfait. Par contre, il y a tout un pan d'applications. Donc vous allez voir, je vais surtout vous parler de vision industrielle, mais ça c'est un peu une déformation parce que je suis pas mal là-dedans. Mais du coup, il y a tout un pan d'applications finalement plus simple, enfin de notre point de vue. Donc quand ça va être juste regarder des pièces mécaniques, donc vérifier que une vis elle est conforme, que le robot il est bien guidé, qu'il peut reconnaître son environnement. Donc pour tout ce type d'application finalement, avoir un ordinateur, c'est pas très pratique. Donc quand on est sur une ligne de prod et qu'il faut mettre une grosse tour d'ordinateur à côté, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus arrangeant. Donc grâce à l'Embedded et l'Edge AI, on a des nouveaux systèmes qui se développent, donc avec cette idée de mettre des inférences dans le système. L'un des premiers modèles qui se développe, c'est celui que vous voyez là. Donc dans ce modèle, finalement, on n'a plus une caméra, on est sur un vision sensor, donc ça c'est le terme entendu sur le marché. L'idée c'est qu'on a toujours de la lumière et des photons qui arrivent, par contre on ne va pas sortir une image, ce qu'on va sortir c'est juste un résultat. Oui, non, c'est bon, c'est pas bon. Donc au final, on n'a plus le flux de données d'avoir toute une image. Ce qui va sortir du système, c'est une information. Et cette information, elle ne va plus sur un ordi, elle va sur un automate. Donc on peut avoir du coup juste le vision sensor qui est sur la ligne de prod, par exemple, on peut l'imaginer. Et puis sous la ligne de prod, j'ai mon automate, Siemens, Schneider ou autre, j'ai ma petite boîte automate. Donc ça c'est le niveau, on va sur le cran du dessus, dans la caméra. C'est pour un certain type d'appli, donc l'automatisation industrielle c'est bien sympa. Mais sur d'autres applications de vision professionnelle qui sont en plein boom, en train d'émerger en ce moment, je pense par exemple aux robots autonomes guidés par exemple dans les entrepôts. Donc dans les entrepôts Amazon ou autres, on a des robots automatiques, on ne peut pas non plus avoir d'ordinateur. Un automate non plus, c'est pas la solution. Donc en indoor, mais aussi en outdoor, si on pense aux drones, par exemple, tous les drones professionnels qui se développent pour l'agriculture, pour survoler les champs, vérifier qu'ils sont suffisamment arrosés, mais pas trop, qu'il n'y ait pas trop de pesticides, pas de maladies. Donc pour toutes ces applications, on ne peut pas se permettre d'avoir un ordi non plus, on ne peut pas se permettre d'avoir un automate. Et là, du coup, on va plutôt dans le sens contraire, on va chercher à optimiser, à avoir moins. Et pour ça, le nouveau truc, c'est les cartes ordinateurs. Donc plutôt que d'avoir un ordinateur complet, finalement, on se rend compte que si on veut faire tourner de l'inférence, y a moyen de mettre ça sur des cartes ordinateurs. Donc là, je pense plutôt à ce qui est aujourd'hui beaucoup utilisé sur nos marchés, c'est les solutions NVIDIA Jetson ou NXP IMX. Dans toutes ces solutions très utilisées qui permettent de s'affranchir de l'ordinateur et de quand même faire l'essentiel. Et un peu sur ce même modèle qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur quand on peut avoir une carte ordinateur, sur ces applis, on va chercher à optimiser la batterie, avoir des systèmes compacts qui consomment peu. Et pourquoi prendre une caméra avec tout le processing, toute la taille et tout ce que ça implique quand on peut avoir un module, donc un système qui va sortir les images en brut. Donc il n'y a pas trop de processing, il y a juste ce qu'il faut. En gros, on ramène la caméra à son essentiel. Donc c'est deux nouveaux types de systèmes qui émergent, Vision Sensor et Automate, ou module et carte ordinateur, et avec l'idée du coup de ramener l'inférence au moins l'inférence au plus près de l'application. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qui permet de voir petit à petit se déployer l'intelligence artificielle. Mais on n'est pas encore sur un déploiement franc et massif non plus, parce que ces systèmes, ils n'ont pas été conçus spécialement pour l'intelligence artificielle embarquée. Et c'est un peu le prochain point qui permettra un déploiement justement franc et massif de l'intelligence artificielle embarquée. Donc pour ça, on voit trois principaux challenges techniques et technologiques sur lesquels il va falloir travailler, et qui se résument un peu tous par l'idée de optimisation. Donc on est sur optimiser des données, mais aussi des systèmes. Donc on est à la fois dans le matériel et l'immatériel. L'idée, c'est d'avoir juste ce qu'il faut en termes de données et de systèmes, mais pas plus. Et cette idée d'optimisation, on peut la décliner finalement en trois axes dans le domaine de la vision embarquée. Le premier, c'est tout l'aspect qu'est-ce que je donne à mon réseau de neurones, qu'est-ce que je donne à mon intelligence artificielle, quelles sont mes données d'entrée. Et là, il y a du travail à faire déjà pour optimiser les données en entrée. Donc réussir à fournir des données au système qui soient formatées correctement du coup pour les réseaux de neurones. Donc ne pas avoir trop d'infos. Aujourd'hui, quand on y pense, on envoie une image, donc on envoie une pleine image à pleine vitesse, pleine résolution. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que finalement on a besoin de tous les pixels, de toute cette information?
Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin de autant d'informations sur chaque pixel? Peut-être pas. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Donc, pour formater ces données, prendre juste ce qu'il faut avec une taille de données minimale, mais en même temps fournir suffisamment d'informations parce qu'il faut quand même que ce qu'on donne ce soit de qualité, que la qualité d'image ou en tout cas les données qu'on envoie soient de qualité suffisante. Donc ça, c'est un premier axe de travail et qui peut se voir du coup de notre point de vue, fabricant de capteurs CMOS et d'imagerie. On est un peu au début de cette chaîne parce que du coup on est sur cette fonction de prendre l'information lumière et en faire une image ou une donnée qui va ensuite aller dans un système de processing comme on en a pu en voir déjà ce matin et puis on en verra encore d'autres dans la journée. Mais du coup, comme on est au début de cette chaîne, c'est une question qu'on se pose et c'est un axe sur lequel on travaille parce que en étant au niveau du silicium, on a par exemple les possibilités d'ajouter des fonctions de pré-processing ou autres pour optimiser ce qui va venir dans le réseau de neurones par la suite. Donc il y a ce côté amont, données en entrée, c'est un des premiers enjeux, des premiers axes de travail. Le second, c'est tout ce qui est l'IA, le réseau de neurones, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment va être traitée ma donnée d'entrée pour en faire un résultat pertinent. Et là-dessus, pour les gens qui sont dans la vision industrielle, donc qui sont dans l'industrie, pour nos clients typiquement, les enjeux pour... alors j'ai parlé d'inférence, mais c'est plus large que ça va être sur l'IA en général. Leurs problématiques, leurs enjeux et leurs besoins, déjà, c'est d'avoir une solution adaptée, c'est-à-dire qui s'affranchit de l'ordinateur, comme on disait. Donc, ne pas avoir d'ordinateur, au moins pour la partie inférence. Ne pas avoir d'ordinateur, c'est vraiment le minimum. Donc, il faut une solution qui permette de répondre à cet enjeu-là. Il faut une solution avec peu de latence, parce que, comme on l'évoquait, la latence, c'est pas forcément acceptable. Alors, sur une ligne de prod, quand les produits arrivent vite, j'ai besoin que mon système aille suffisamment vite pour détecter si l'objet est bon ou pas sans avoir à ralentir ma ligne de production. Donc, il y a des enjeux de productivité. Mais dans les applications professionnelles, il y a aussi des enjeux de sécurité, même si on reste dans le domaine de l'usine. On a de plus en plus de cobots, donc de robots collaboratifs qui se développent. Et avoir un cobot un peu lent qui met du temps à réagir quand il est à côté d'un opérateur, ça peut poser des gros enjeux pour la sécurité des opérateurs qui travaillent à côté des robots. Donc l'aspect latence, il est vraiment important. Et pour ça, il nous faut une inférence rapide. Donc pas de PC, peu de latence. Et puis le tout, dans l'idéal, toujours optimiser la taille, le poids, la consommation et le coût du système de vision. Alors, je le disais, on est plutôt dans l'imagerie, mais c'est vrai que c'est aussi un axe sur lequel on se penche et on travaille aujourd'hui. Donc, on évalue un peu ce qui se fait dans ce qui est un peu plus traditionnel, les conventional neural network, mais aussi plein d'autres technos. Donc, c'est un axe sur lequel on travaille aussi côté Teledyne E2V. Et on a par exemple des prototypes de systèmes de vision qu'on est en train d'évaluer, qu'on a déjà mis sur le terrain chez des gens du coup, dans la région qui ont des vraies problématiques industrielles. Donc c'est aussi un aspect sur lequel on travaille. Donc on est encore en amont, mais on travaille sur ces aspects-là en tout cas. Donc c'est un des deuxièmes piliers qu'on voit. Et enfin le troisième, parce que du coup là on était plus sur les domaines IA, mais il faut quand même fournir une solution à la fin derrière. Donc il faut une solution de vision. Et là les enjeux, c'est d'avoir quelque chose de facilement intégrable. Donc les gens qui vont fabriquer des équipements et qui auront besoin de systèmes d'automatisation, de vision, ou même les gens qui ont des lignes de production, l'enjeu pour eux, ça va être d'avoir des solutions hardware clés en main. Donc clés en main parce que souvent on va parler à des gens qui n'ont pas d'expertise en imagerie, c'est sûr, en optique encore moins. Donc j'ai pas beaucoup parlé de l'optique, mais c'est aussi un élément important pour avoir une bonne image, des bonnes données derrière. L'optique fait beaucoup. Donc c'est des gens qui s'y connaissent pas en optique, qui s'y connaissent pas en imagerie, sans doute pas en processing. Donc ils ont besoin d'avoir un ensemble. Et là je parle au niveau système, je suis pas juste au niveau du composant, du capteur ou du processeur. Il faut que l'ensemble soit clé en main et facilement intégrable pour des gens qui s'y connaissent peut-être qu'en software ou peut-être en rien techniquement. Donc il faut que ça ne nécessite pas d'expertise. Et le vrai enjeu, c'est déjà d'avoir le côté clé en main, c'est un point. Mais surtout, la vraie problématique, elle est sur le fait que chacun a besoin d'une solution juste pour lui. Donc il y a plein d'applications qui sont couvertes en vision industrielle aujourd'hui, qui vont être couvertes par la vision embarquée, l'intelligence artificielle embarquée. D'une application à l'autre, on n'a pas le même besoin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même d'un client à l'autre, on n'a pas le même besoin parce que le système est tellement dépendant. Donc si on est sur un système de vision, pour avoir un bon résultat, je vais avoir besoin de prendre en compte la distance entre mon système de vision et l'objet que je vais observer. Donc la distance entre mon vision sensor ou mon module et l'objet que je vais regarder, il va avoir un impact, l'éclairage. Enfin, il y a tout un aspect sur mesure. Donc il y a tout un enjeu
le terme un peu tendance mass customization qui s'applique aussi à nos marchés. Donc l'idée d'avoir une solution clé en main, finalement assez générique et standard, mais qui puisse aller et convenir à tout le monde. Donc ça aussi, c'est un des grands enjeux derrière le déploiement de la vision embarquée. C'est aussi un des axes sur lesquels on travaille. En fait, c'est celui sur lequel on est le plus avancé, je pense. Oui. Typiquement, là, du coup, l'illustration, c'est par exemple des modules MIPI qu'on développe aujourd'hui, donc qui permettent de se connecter directement sur des plateformes de processing embarquées du commerce, donc les NVIDIA Jetson, les NXP IMX ou les Raspberry aujourd'hui, mais pourquoi pas d'autres dans le futur, avec ce côté customisation qu'on amène via l'optique, donc on amène aussi notre petit grain de sel. Donc voilà un peu pour résumer. Donc y a pas mal d'enjeux, il y a 3 gros piliers qui sont un peu complémentaires et qui ne peuvent pas avancer finalement les uns sans les autres, sur lesquels il faut travailler, sur lesquels on s'implique, mais pas tout seul, parce que on est des experts en imagerie, mais on n'est pas forcément des experts en IA. Mais on se fait accompagner par des partenaires dans le cadre de consortiums ou de co-développement, par des gens qui sont dans cette salle ou en dehors. Mais c'est un travail mutuel et il y a encore pas mal de travail à faire. Je te laisse le mot. Oui, merci Marie-Charlotte. Et en fait, c'était le point de conclusion vis-à-vis de ce qu'on disait, c'est qu'on a on travaille sur des solutions avec de l'IA embarquée aujourd'hui. On n'est pas trop dans une perspective très lointaine. Hein. Et c'est ce que je disais, on a accès au marché en direct, donc on a accès aux applications et on a la capacité industrielle de faire des essais, de faire de l'intégration système. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Merci. Merci. Et encore désolé, je n'étais pas au courant, donc je ne vous ai pas présenté, mais voilà. Donc du coup, excusez-moi. On n'aura pas le temps pour des questions, je suis désolé, mais vous restez la journée? Oui, oui. Alors on peut une question, mais vraiment très rapide, dans le coin là-bas. Non, j'ai bien aimé votre présentation. Il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est le fait de coupler, d'enlever l'ordinateur pour mettre une Jetson Xavier ou autre, quelque chose qui consomme 15 watts. Alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour faire ce type de classification d'image dans un range de tension, de power beaucoup plus bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez en termes de spécialisation de vos imageurs ou 15 watts? Parce que pour l'embarquer, 15 watts, c'est quand même c'est un gros embarqué. En fait, c'est très intéressant comme discussion. On peut essayer d'en débattre un peu au déjeuner. En fait, c'est là aussi où on est dans les mondes du marché grand public ou du mass market en général, ou dans des mondes qui sont des mondes... en fait, la différence n'est pas vraiment technique, elle est plus sur la taille du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des marchés qu'on vise, les marchés professionnels sont souvent une succession de niches où finalement, des solutions type Jetson sont plus faciles à accéder pour les clients, au moins au départ. Ils n'ont pas la capacité d'aller dans des solutions qui sont moins flexibles en termes de développement. Donc c'est surtout de là que vient aujourd'hui le succès du Jetson dans nos marchés, quoi. C'est pas du tout technique. Mais en tout cas, cette question-là, c'est quelque chose dans lequel on vit et qu'on commence à bien comprendre. Et c'est au cœur de pas mal de réflexions derrière. Et c'est ce que disait Marie-Charlotte, cette idée de mass customisation, même sur la connaissance et même sur le go-to-market, même sur la connaissance des data, elle est essentielle pour l'utilisation de ces technologies dans l'imagerie professionnelle ou dans le professionnel. C'est une super question, merci. Si je peux...